Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On parle dans ce numéro de Dash Eco de géostratégie. Et quoi de plus important ou de plus intéressant que d'en parler avec un professionnel du milieu? Il a accepté de répondre à notre invitation et partant à nos questions d'Alvaris Goudjou. Il est géostratège. Il a pour vous accepté d'éclairer sur le sujet. Bonjour monsieur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Amelgar, merci pour l'invitation. Alors on parle aujourd'hui d'un sujet que beaucoup ne maîtrisent pas ou que peu maîtrisent, la géostratégie. C'est quoi la géostratégie? En réalité, pour mieux comprendre la géostratégie, il faut rentrer dans les termes qui constituent le mot. Le mot géostratégie est constitué étymologiquement de deux termes d'origine latine, notamment geos, qui renvoie à l'espace, notamment à la terre, la mer et les airs, et stratégos, qui renvoie à la stratégie. En termes simples, étymologiquement, la géostratégie, c'est l'ensemble des éléments qui sont mis en place pour utiliser la terre ou la géographie dans la réalisation des objectifs de chaque État. En termes simples, c'est l'ensemble des stratégies implémentées par les États pour pouvoir réaliser leurs objectifs. Alors justement, il y a une définition que j'ai pu avoir du contre-amiral Pierre Sellerier. Il parle de l'étude des rapports entre les problèmes stratégiques et les facteurs géographiques. Ça nous renvoie directement à la guerre. Et justement, en réalité, parce qu'il faut bien comprendre que la géostratégie, en réalité, ce n'est qu'une sous-spécialité de la géopolitique. Donc, vous savez, la géopolitique, c'est la politique étymologiquement, la gestion de la cité pour atteindre des objectifs. Mais maintenant, dans la géopolitique, il y a des sous-directions ou des sous-spécialités, notamment la géostratégie et la géoéconomie. Donc, la géoéconomie étudie l'ensemble de ces rapports-là pour défendre les intérêts économiques des nations de par le monde entier. Mais à côté de cela, il y a la géostratégie. Et comme vous le savez bien, la géostratégie est liée aux questions militaires. Mais les questions militaires ne sont que l'expression politique des questions économiques. En réalité, on ne fait pas une guerre pour la faire. On fait la guerre parce qu'on a des intérêts économiques qu'on défend quelque part. Donc, c'est effectivement cela. Donc, pour faire la guerre, ça nécessite une étude de terrain, une étude des coûts financiers, des moyens financiers à disposition. Oui, justement, une étude des coûts financiers, du matériel, type de matériel dont on a besoin, des hommes, etc. Et tout cela permet de comprendre, d'étudier ce qu'on appelle la guerre, c'est-à-dire l'espace, la terre. C'est un des éléments qui a joué, qui était prépondérant en ce qui concerne la Deuxième Guerre mondiale et qui a participé à la chute de Hitler. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas suffisamment étudié le climat et le sol en Union soviétique, la Russie d'aujourd'hui, quand ils faisaient la bataille de Stalingrad. C'est pourquoi quand ils sont arrivés, les Allemands n'étaient pas habitués au froid russe. Or, les Soviétiques, ils étaient habitués à cela. C'est-à-dire, ça, c'est l'élément de l'espace. Les chefs allemands n'étaient pas habitués à rester pendant des mois et des mois dans la neige, parce qu'ils n'avaient pas étudié la géographie de l'Union soviétique, de Stalingrad. Or, ce sont les éléments qui ont fait qu'ils n'ont pas pu supporter le climat, alors que les Russes étaient habitués à cela. Donc, c'est très important de comprendre l'environnement dans lequel on va, parce que même si vous faites une planification, quel est le type d'armes, quel est le type de matériel, de blindé que vous pouvez utiliser dans un environnement, par exemple, sahélien, dans un environnement, par exemple, je sais pas quoi, dans la Sibérie, par exemple, dans la neige, ça peut pas être le même type de matériel. Et si vous n'étudiez pas cela, il y a des chances que vous ratez facilement au cours de la guerre. Alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup de facteurs à vous entendre parler qui rentrent forcément dans la géostratégie, des éléments justement. C'est quoi ces stratégies, c'est quoi ces facteurs qui rentrent dans la géostratégie? Il y a un élément très important. Quand vous voyez par exemple chez nous en Afrique, quand on faisait la politique de la terre brûlée, si vous allez sur un terrain de combat, vous devez étudier comment est-ce que vos hommes vont être approvisionnés. Et s'il n'y a pas une possibilité d'être approvisionné sur place, c'est-à-dire, et s'il y a des cultures comestibles sur place, s'il n'y en a pas, comment vous faites pour qu'une logistique puisse desservir vos hommes au front? Ça, c'est un élément. Mais à côté de cela, il y a un élément qui est non négligeable. Est-ce qu'il y a une possibilité de communiquer? Avec quel type de matériel on va communiquer? Et tout cela, on tient compte de l'environnement. Mais au-delà quand même, vos hommes sur le terrain, avec quel type de vêtements peuvent-ils être vêtus? Quand vous voyez par exemple les éléments qui sont les forces de la montagne dans les Pyrénées françaises, le type de camouflage n'est pas identique, par exemple, dans la zone sahélienne, parce qu'il y a des camouflages qui vous permettent de vous, de vous tremper dans la nature, de passer inaperçu, alors qu'il y a d'autres qui ne feront pas cette tâche-là. Donc c'est l'ensemble des éléments-là que l'on étudie. Ce n'est pas par hasard qu'au Cameroun, par exemple, la tenue des soldats, quand vous êtes de l'armée de l'air, c'est plutôt le bleu ciel. Quand vous êtes de l'armée de terre, c'est plutôt ce que vous connaissez, le camouflage, le vert de nos forêts. Oui, oui. Et si vous avez remarqué les détachements de la marine, généralement, la marine, c'est avec le blanc propre que vous connaissez. Eux, ce sont les anges, comme on le dit. Parce qu'en fait, pour eux, ça leur permet facilement de se noyer dans la nature.
Ça, c'est pour les vêtements, mais il en va de même pour le matériel militaire. Je vais dire que oui, l'ensemble de ces éléments-là, que ce soit sur la terre, que ce soit sur les mers, dans les airs, joue un rôle important en ce qui concerne les batailles géostratégiques. Alors, au cours de mes recherches, je me suis quand même rendu compte qu'il y a beaucoup de buts. Quand on pratique la géostratégie, on a des buts précis comme par exemple l'annexion ou l'appropriation des territoires. Il y a beaucoup d'autres enjeux lorsqu'on veut se lancer dans la géostratégie. Oui, justement, généralement c'est ça. Comme on dit, en réalité, comme je dis, quelle que soit la politique que vous faites, géopolitique qui est sous spécialité, comme je disais, c'est pour le bien-être de votre nation. Et parfois, dans les intérêts de telle ou telle nation, il faudrait annexer tel ou tel territoire. Je n'ai pas besoin de revenir sur ce que vous connaissez en Ukraine, avec le Donbass qui est en train d'être annexé par la Russie, parce que le Donbass est très riche en ressources minérales. Je n'ai pas besoin de revenir avec vous sur ce qui se passe entre Taïwan, la Chine et les États-Unis, parce que Taïwan a une technologie extrêmement avancée en ce qui concerne les puces. Je veux dire, l'annexion des territoires ou le fait de se séparer des territoires peuvent participer à défendre les intérêts d'une nation. Donc, c'est un élément important. Alors, géographie militaire, géopolitique, géostratégique, c'est beaucoup de termes et beaucoup de personnes parfois se perdent dans ces différents termes. On a l'impression que la géopolitique peut être considérée comme la géostratégie ou toute autre chose. Quelle est la différence principale ou primordiale entre la géostratégie et les autres formes de géo? Mais en réalité, comme je vous l'ai dit plus haut, le géo qui est au-dessus, c'est la géopolitique. Oui. Et le reste, ce ne sont que les sous-spécialités. Puisque quand vous faites de la géopolitique, vraiment la politique, c'est la gestion de la cité. Mais vous étudiez la possibilité de les avantages ou les inconvénients géographiques de votre nation ou même des nations environnantes pour défendre vos intérêts. Puisque quand même vous allez faire la guerre quelque part, soit au canal de Suez, soit au canal de Panama, comme les Américains sont en train de vouloir s'en accaparer, c'est parce que c'est pour défendre les intérêts américains. Parce que les ressources que vous allez avoir là-bas, c'est pour rentrer avec, aux États-Unis par exemple, ou les Russes pour rentrer avec en Russie par exemple, ou les Chinois pour rentrer avec chez eux. Et ça, on se comprend. Mais maintenant, à l'intérieur de la géopolitique, il y a des spécialités à l'intérieur, notamment la géostratégie que vous parlez, qui a un aspect militaire. Or, dans l'aspect militaire, c'est toujours pour le développement économique. Parce que quand vous allez faire une guerre, je ne sais pas quoi, je dis n'importe quoi. Quand les Nigérians sont venus faire une guerre contre le Cameroun, c'était pour avoir Bakassi, qui est extrêmement riche en pétrole. C'est-à-dire les ressources qu'ils prenaient là-bas, c'était pour rentrer avec eux au Nigeria. Et il y a la géoéconomie que vous connaissez, c'est-à-dire sous-spécialité toujours. Ouais. Et ça, ce sont les rapports de force sur le plan économique. C'est ce que les Chinois font tous les jours. Quand les Chinois investissent, quand les Chinois prennent de l'argent au Cameroun, c'est pour défendre les intérêts du maillot du Nord. Il y a des prises de décision qui demain, quand l'État camerounais va prendre même une question de vote aux Nations Unies qui concerne la Chine, les Camerounais vont réfléchir un peu plus parce qu'ils vont se dire non, ça ce sont les gars qui nous tendent la main quand on a des difficultés. Là, c'est la géoéconomie. Donc, l'ensemble de tous ces petits géos-là renvoie toujours à la géopolitique qui est le grand parapluie. Ah, d'accord, très bien. Et une autre question que je voulais poser, est-ce que deux États peuvent s'associer justement pour pratiquer la géostratégie dans un troisième État en matière d'annexion, par exemple? Est-ce que le Cameroun peut se mettre avec le Nigeria pour aller faire la guerre au Gabon? C'est un exemple que je prends. Ça se fait tout le temps. C'est pratiquement le jeu des alliances. Et dans l'actualité, on voit un fait. Vous avez vu, il y a 40 États qui sont mis ensemble pour combattre les États de l'OTAN, pour combattre un État, en l'occurrence la Fédération de Russie, parce qu'elles estiment que les ressources qui se trouvent en Ukraine et même en Russie elles sont convoitées. Et si ces États parvenaient à vaincre la Fédération de Russie, elles s'accapareraient de toutes ces richesses pour le bien-être. Et ils vont se partager cela. C'est pratiquement ce qui se passe dans le monde entier. Et comme j'ai dit un peu plus haut, même à la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce que nous avons pu remarquer. À la conférence de Yalta, qui s'est mis ensemble? L'ensemble des États vainqueurs sont mis ensemble parce qu'ils avaient vaincu le régime nazi. Pourquoi? Pour le partage du monde. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'États dont l'Union soviétique et tout le reste de la France étaient mis ensemble. Comme ils avaient gagné les nazis et leurs alliés, vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, les États qui obéissaient aux ordres fascistes sont toujours sous couverture. C'est pourquoi il y a les troupes, par exemple, américaines en Allemagne, c'est pourquoi il y a les troupes américaines en Italie, il y a les troupes américaines au Japon, parce qu'en fait, ces États ont été conquis. Ces États ont été conquis, c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, en réalité, les troupes américaines suivaient ces pays-là. Et il y a eu un partage du monde à Yalta, en Crimée, et l'Union soviétique gardait la plupart des États qui étaient autour, les États satellites. Et comme certains accords n'avaient pas été respectés par l'OTAN, qui a continué à s'élargir jusqu'à la frontière de la Russie, qui était l'Union soviétique, c'est ce qui est en train de nous amener à la guerre que nous sommes en train de voir. Parce que les accords de partage avaient été faits par les États qui ont gagné, mais il y a certains qui n'ont pas respecté cela. Mais certains ne sont pas satisfaits. Mais justement, on ne souhaite pas que ça arrive. Si plusieurs États se mettent justement en deux blocs, il y a crainte avec ce qui se passe par exemple actuellement entre la Russie et son voisin, qu'on arrive à une troisième guerre mondiale.
Oui, justement, c'est ça, puisqu'il faut bien comprendre que la Russie d'aujourd'hui, qui était l'Union soviétique, était dans ce qu'on appelle le pacte de Varsovie, pendant que l'autre, il y avait l'Alliance Atlantique, l'OTAN, qui regroupait un certain nombre d'États autour de l'Angleterre et des États-Unis. C'était les Blancs qui ont abouti à une guerre. Mais maintenant, les difficultés d'entente liées au conflit en Ukraine, si des gens ne font pas attention, c'est pourquoi Trump disait que si le président Zelensky ne fait pas attention, on peut aboutir à une troisième guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocs qui sont en train de se former. Vous savez, la Chine est un allié très proche à la Fédération de Russie, qui sont très proches à l'Iran, et ce sont des pays extrêmement puissants. Ce sont des pays, rien que ces deux pays-là, ils ont un arsenal nucléaire qui est extrêmement considérable, et d'autres pays du bloc de l'OTAN, que ce soit l'Angleterre, que ce soit la France ou les États-Unis, ont un arsenal nucléaire qui est aussi extrêmement important. S'ils continuent à se titiller comme c'est en train de se passer, c'est pourquoi le président Trump disait qu'il faut trouver une solution. Sinon, la troisième guerre mondiale n'est pas loin dans le centre de votre question. Très bien. Alors, venons-en au contexte africain avant peut-être de nous séparer. La géographie militaire, géopolitique, géostratégie. Alors, la stratégie pour l'Afrique entre 2025 et 2026 a pour fil conducteur. On a 4 priorités qui ont été définies par la politique extérieure, notamment celle de l'Europe, à savoir la paix, la sécurité, la prospérité et la compétitivité. L'environnement joue également dans la géostratégie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les États africains sont prêts à défendre leurs intérêts en matière de géostratégie? En réalité, il faut déjà même que beaucoup d'États africains puissent intégrer la géostratégie dans leurs prises de décision. Très peu d'États, en réalité, ont les géostratèges sur leur territoire. Très peu d'écoles en Afrique forment en géostratégie, très peu. Et quand ils n'intègrent pas, beaucoup de pays sur le continent africain font pratiquement la navigation à vue. Quand vous voyez, je n'ai pas besoin de revenir, quand vous voyez un pays comme le Bénin, qui a des intérêts géostratégiques énormes avec le Niger, parce que le Niger produit du pétrole et l'exporte par le port de Cotonou. Très bien. Et qui donne des centaines de milliards au Bénin. Mais quand même, le Bénin, pour défendre les intérêts de la France, s'arrange quand même à être en difficulté avec le Niger. On se demande quelle vision géostratégique. Parce que demain, les autorités vont partir. Mais tout ce qui reste là, ce serait pour la nation. Vous voyez? Et c'est pourquoi, vous avez pu remarquer de l'autre côté, que le pas blanc ou les gazoducs qui transportaient du gaz de la Russie vers l'Europe faisait le bien-être de tout le monde, parce que les Russes avaient des devises pour leurs besoins, mais surtout, il y avait de l'énergie moins chère en Allemagne et en Europe pour l'industrie, ce qui faisait que les Allemands étaient, la première économie était extrêmement compétitive puisque le coût du gaz était abordable. Et ça maintenait les relations de paix. Je veux dire, dans un contexte comme celui-là, sur le continent africain, quelques États essaient de se démarquer, mais la plupart des États n'ont pas de vision géostratégique. Beaucoup de leaders sur le continent africain, ce qui est plus important pour eux, c'est de se maintenir au pouvoir et d'essayer de gérer la nation en politique de navigation. Mais justement, Dalvaris Goudjou, quel serait l'impact de la création des écoles en géostratégie sur le continent africain? Non, d'abord la création des écoles, mais surtout des enseignants, des types d'enseignants. Il faut bien comprendre que de manière linéaire ou de manière classique, quand vous êtes politologue, vous avez une possibilité. Vous pouvez vous spécialiser après en géostratégie. La plupart des gars qui font relations internationales, la plupart des gars qui font relations internationales, la plupart qui font même les sciences politiques, ont une possibilité de faire géostratégie. Mais maintenant, c'est la quintessence de l'enseignement. C'est la quintessence de l'enseignement qui peut faire la différence. Je prends un exemple simple. Sur le continent africain, on forme des ingénieurs. Pendant qu'en Chine, on forme des ingénieurs. Tout s'appelle ingénieur. Mais le fond de la formation, c'est quoi? L'impact de la formation, c'est quoi? C'est là l'aspect le plus important. Si vous formez des gars qui vont seulement réciter exactement ce que disent les gars de l'autre côté, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais si on forme des gars qui peuvent prendre des décisions géostratégiques, tenant compte de nos réalités sur le continent africain, tenant compte de nos besoins sur le continent africain, je pense qu'on peut s'en sortir. On espère qu'on sortira de l'auberge. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous tout au long de ce programme. On espère vous retrouver très vite pour un nouveau numéro de Dash Eco. D'ici là, portez-vous bien.